Bonjour Dominique, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, je vais très bien. Mais donc tu es ici en Belgique pour présenter le roman que tu as écrit qui s'appelle Ainsi pleurent nos hommes. Comment se passe la promo du livre? Là, je suis là depuis fin août, ça fait 2 gros mois, ça se passe bien. Le livre a été bien accueilli par la presse, par les libraires, et je suis heureuse. Ah, très bien. Tu vas un peu nous en parler, mais avant ça, j'avais envie que tu te présentes à nos auditeurs. Nous deux, on se connaît de Liège, où tu Mhm, as fait tes études tout à supérieures. fait. Tu travaillais également comme serveuse dans un bar où j'avais l'habitude d'aller, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc moi, j'avais 16, 17 ans, et toi, quelques années de plus, puisque tu étais déjà en supérieur. Mais peux-tu un peu nous expliquer où tu es né et où tu as Ouais. grandi? Alors j'avais oublié qu'on s'était rencontrés dans ce cadre-là, j'avais complètement oublié. Et c'est vrai que j'ai payé mes études en travaillant dans ce bar et dans la boîte de nuit qui était au-dessus. Alors, je suis née au Burundi, d'une maman rwandaise, d'un papa qui était belge. J'ai fait mon enfance au Rwanda, l'adolescence au Congo Zaïre, puis nous sommes rentrés en Belgique où j'ai fait mes études, des études de philo. J'ai travaillé dans des bars, comme tu le sais. Je suis restée 20 ans en Belgique et puis je suis retournée vivre au Rwanda où je suis depuis 10 ans. Et Ainsi pleurent nos hommes, c'est mon deuxième livre, mais le premier roman. D'accord, très bien. Donc le premier livre, c'était quoi? C'était des nouvelles? C'était une nouvelle? Alors, le premier livre, c'était un... Comment est-ce que je dirais? C'est pas un essai, mais c'était un point de vue citoyen sur une question spécifique liée au génocide des Tutsis. D'accord. Et j'ai aussi, quand j'étais... Enfin, ça fait plus de 20 ans que j'écris et j'ai toujours écrit autour de la question du génocide des Tutsis. Des articles plus, je dirais pas jusqu'à dire que c'est académique, mais en tout cas, c'est une réflexion argumentée. Et c'était en lien avec tes études, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y avait une méthodologie qui était en lien avec les études que Euh, tu as faites? ouais, ça impacte, mais c'était pas dans le contexte de mes études que j'ai fait ça. Non, mais est-ce que tu penses que c'est lié, c'était comme la continuité de... Pas Pas spécialement. spécialement, Non, d'accord. non. Et dans quel domaine as-tu travaillé quand tu étais au Rwanda à ton retour? Quand je suis arrivée au Rwanda, j'ai travaillé 3 ans comme prof de philo dans une école française, dans un lycée. Et puis pendant 5 ans, j'ai été indépendante. J'ai créé ma société qui s'appelle French Tastic. Et je donnais des cours privés de français langue étrangère, mais tout autour du français. Donc par exemple, tu es anglophone, tu parles le français, et moi ce que je fais, c'était corriger. Je cherche toujours. Donc j'ai fait ça, et puis le Covid est arrivé, et mon business s'est écrasé, puisque la majorité de ma clientèle est rentrée chez elle, que ce soit des Kenyans, des Nigérians, etc. Puis de toute façon, le pays était fermé, donc on a eu les 2 ans de Covid. Oui, j'ai eu des jobs plic-ploc, mais ma société en tant que société était au ralenti, quoi. D'accord. Et après le Covid, j'ai travaillé pendant 2 ans à l'école belge. Je n'y travaille plus et j'ai envie de te dire pourquoi. Je peux te dire pourquoi? Bien sûr. Donc j'ai fait à la sortie du Covid, vraiment en 2020, j'entre à l'école belge, je fais une année, il y a un nouveau directeur, l'ambiance est atroce. Deuxième année, je passe à mi-temps pour mon équilibre psychique et aussi pour pouvoir écrire. Et quand je demande au directeur l'autorisation, je lui demande un mois de mise en disponibilité au mois de septembre, c'est-à-dire à la rentrée, en proposant un système de remplacement pour 13 heures de cours, un remplacement en interne, donc par des profs qui ont l'agrégation, qui sont des romanistes, qui sont OK, les cours sont prêts. Il refuse et il me dit soit tu quittes, soit tu restes. Et donc je suis partie. Mais je le dis parce que c'est tout à fait... ça n'existe pas de faire ça. Je veux dire, je serai en Belgique, quand tu as un auteur qui est publié à l'international, qui peut ramener des livres, en plus nous on vit en Afrique, quoi. Voilà, je le dis, mais j'ai rien à tenter parce que moi je fais partie des gens qui se disent, si ça m'arrive, c'est qu'il y a mieux qui m'attend. Exactement, tu vois le verre à moitié plein. Complètement, parce que finalement,
là où je pensais faire une promotion d'un mois, finalement je me suis dit, bah, comme j'ai pas de travail, je vais en profiter pour... c'est bête, hein, parfois les choses tiennent à peu de choses. L'anniversaire de ma mère, c'est en octobre. Je me dis, bah, qu'à cela ne tienne, je vais rester en octobre. Et puis en fait, il y a beaucoup d'éléments, d'événements promotionnels qui se sont mis. Donc j'ai fait un mois d'octobre très chargé. Et donc voilà. Finalement, ça se met bien et donc quelque part, on lui dit merci. Oui, voilà. En tout cas, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne veux plus. Et donc ça, c'est là maintenant en cours. Donc là, je vais rechercher. Je rentre dans 10 jours. Je vais chercher de l'emploi. Et avant, quand j'étais en Belgique, j'ai travaillé dans le milieu politique. D'accord. Comme collaboratrice, pas Oui. comme élue. Oui. Voilà. Et alors, du coup, tu me disais que tu as toujours écrit, tu as toujours aimé écrire, mais donc se lancer dans l'aventure d'un roman, c'est quand même particulier. Donc, est-ce que tu as... quelles sont les questions que tu t'es posées avant de te lancer dans cette aventure? Ah ouais. Bah, en fait, j'en avais envie depuis très très longtemps. J'ai envie de dire depuis toujours presque. Mais outre que c'est difficile, à la différence de si tu écris un essai ou une monographie, tu sais où tu veux aller. Tandis que quand tu écris un roman, tu inventes tout. Tu dois tout imaginer. Si j'écris un roman, il y a un personnage qui s'appelle Isabelle, je dois m'imaginer, je dois inventer ses loisirs, je dois lui inventer tout un... C'est ça qui est amusant, évidemment, mais c'est ça qui est aussi compliqué, mais c'est ça qui est amusant. Et moi, je n'arrivais pas à me mettre au roman parce que j'étais tellement... j'avais l'espace mental qui était tellement saturé par le génocide que je me suis dit, pour écrire un roman, il faudra que je passe par la case Rwanda, et je pensais que j'avais pas assez de force pour le faire. Et Quand tu dis passer par la case Rwanda, ça voulait dire retourner vivre au Rwanda? non, c'est une bonne question que j'ai que Que tu te mon écriture, documentes, etc. ça c'était fait, mais que je savais que si j'écrivais un roman, dans ce roman, il y aurait une place accordée au Rwanda et au génocide des Tutsis, et j'avais pas envie de me coller à ça parce que je me sentais pas capable émotionnellement, pas assez forte. Et du fait de vivre au Rwanda, ben, c'est devenu possible. Je sais pas expliquer, je sais pas expliquer comment, mais c'est le fait de vivre au Rwanda, d'être dans un espace où on peut parler de ce sujet, où il y a des conversations, où beaucoup de choses sont mises en place, ben, je ne sais pas dire exactement comment, mais c'est devenu possible. Oui, mais je pense que c'est un peu ce dont parle ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le sujet de ton livre sans trop en dire pour quand même donner envie aux gens de l'acheter et de le lire? Mais ce que tu m'expliques là, en fait, fait sens. Mais si tu veux bien, alors, Développer un peu. enfin non, juste un peu résumer le sujet de ton livre. Ouais, alors si je fais le pitch, comme on dit, en 3 mots, c'est quoi? C'est une histoire d'amour qui foire parce que les deux protagonistes sont hantés par l'extermination de leurs proches. Et donc c'est un roman épistolaire, c'est une narratrice qui s'exprime, la narratrice s'appelle Erika, et les premières lettres qu'elle adresse à sa sœur, ce sont des lettres qui nous apprennent que son mec, donc Vincent, a voulu se séparer. Ils sont séparés depuis au moins un an, et Erika ne s'en remet pas. Et donc sa sœur lui dit, bah, il faut que pour sortir de ce truc, fais quelque chose, écris par exemple, écris-lui, et si tu n'arrives pas à lui écrire, tu m'écris. Donc Erika nous apprend qu'elle a essayé d'écrire à Vincent, qu'elle n'y est pas arrivée, qu'elle a laissé poser pendant un an, et que comme elle ne s'en remettait toujours pas, bah, elle décide d'écrire à sa sœur. Et donc le roman raconte sur une durée d'un an, en 2018, l'histoire se passe en 2018, Erika va s'adresser à sa sœur et lui raconter son histoire d'amour avec Vincent, pourquoi ça foire en fait. Et donc ça, je veux dire, c'est entre guillemets, c'est le volet histoire d'amour, mais en fait, donc dans le livre, il y a cette histoire-là, et en décoration, si je puis dire, il y a la société rwandaise. En toile de fond. En toile de fond, oui. C'est le mot que je cherchais. En toile de fond, c'est le Rwanda contemporain, mais la temporalité au Rwanda, elle est bousculée. C'est-à-dire que le temps présent
est aussi bousculée par l'histoire du passé. Exactement, parce qu'il y a les flashs, il y a les rencontres qu'elle fait qui la ramènent chaque fois au passé. C'est ça. Tous les personnages ont ça, C'est ça. en fait. Hein. Et C'est ça. donc, pourquoi as-tu choisi ce format épistolaire, donc de lettres à sa sœur? Puisqu'en fait, on n'a que les lettres d'Erika, on n'a Ouais, pas ouais. les réponses de Laurentia. Voilà, ouais. Pourquoi as-tu choisi ce format? Alors, pourquoi un format des lettres? Parce que c'est vrai que Erika écrit à Laurentia et que Laurentia ne répond pas, mais on sait aussi qu'elle se téléphone. Donc, on a quand même un retour de Laurentia. Oui. Et j'ai fait un format épistolaire parce que je voulais un personnage qui puisse tâtonner, dire quelque chose, et puis son contraire, puisqu'elle est aussi dans une forme de révolte, le personnage d'Erika. Donc voilà, je me disais que la forme épistolaire, c'est la forme qui permet de dire et de se dédire. Oui. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que comme c'est quand même sa sœur et qu'elles sont proches, on n'est pas obligé d'être dans quelque chose de formel. Voilà. Elle peut mettre des bribes de mots ou des... Ouais. Voilà, donc revenir à des choses qu'elle a dites plus tôt sans devoir faire des phrases construites. Et donc ça, Ouais. c'est pratique aussi parce Ouais. qu'on sent qu'elles sont proches. Elles sont, oui, mais c'est le piège aussi en fait. C'est le piège du roman épistolaire, c'est de te dire comme le personnage, la narratrice écrit à quelqu'un de proche. Il y a au début quand j'écrivais, il y a des choses je me disais mais c'est pas nécessaire de le dire, mais en fait si, parce que le lecteur, voilà, si tu me racontes une histoire qui s'est passée avec ta sœur, je suis pas dans votre histoire, donc il y a des choses qu'il faut pouvoir me dire. Par exemple, il faut pouvoir me dire, on était chez ma sœur. Elle était assise dans son fauteuil habituel, mais moi je le connais pas son fauteuil habituel. Il est comment? Ça veut dire quoi? Elle était couchée, elle était assise de façon raide, voilà. Mais alors du coup, dans ce moment-là, tu utiliseras plutôt, il me semble, hein, oui, tu sais bien que j'aime bien m'asseoir comme ceci. Voilà, oui. Tu sais bien ce canapé que tu connais, nanana. Donc, Ça c'est le truc du romancier, voilà, quoi. Oui. C'est le Mais truc donc, du ça, romancier. C'était pas mal. Et alors du coup, ce que je voulais dire par rapport au fait que tu parlais du Rwanda et que c'est parce que tu étais au Rwanda que tu as pu t'y mettre, c'est un peu ce que tu racontes. Donc le fait de comment vivre après le génocide, comment affronter ces démons, comment continuer à vivre ensemble, etc. Et donc, je pense que c'est ça qui t'a aidé justement, non? D'un côté, tu dénonces ça parce que quelque part, il y a... Ok, c'est comme si on nous obligeait à vivre ensemble et à faire comme si ça ne s'était passé. Et en même temps, on est encore dedans. Donc, il y a cet aller-venir sans cesse. Mais donc, finalement, peut-être qu'au niveau énergétique et spirituel, il y a quelque chose qui t'a porté. Oui, ça c'est clair. Qu'au niveau énergétique et spirituel, il y a quelque chose que je ne sais pas qualifier. Alors c'est intéressant parce que la perception de ceux qui ont lu le livre ici en Europe et la lecture qui est faite au Rwanda est tout à fait différente. C'est-à-dire que moi, je ne dénonce pas le fait de vivre ensemble. Ce que le personnage, ce que Erika essaye de dire, c'est tout simplement que c'est difficile, puisque bourreau et victime habitent sur un même espace, et qu'en fait, aujourd'hui, au Rwanda, tous les protagonistes sont là. Les bourreaux, les victimes, les familles de victimes, les gens qui sont rentrés de leur diaspora des pays voisins directs, mais des pays plus lointains aussi. Et tout s'est passé là. On est là où ça s'est passé et on est tous vivants. C'est pas comme pour le génocide des Juifs où les gens ont été, je sais pas moi, un Juif belge a été déporté à Auschwitz. Ça ne s'est pas passé devant, je sais pas moi, un Bruxellois de tradition juive qui a été déporté à Auschwitz. Ses voisins immédiats n'ont pas vu. Mais nous, on a vu. Donc, en fait, le propos d'Erika, c'est de dire, d'une part, c'est insupportable de devoir vivre ensemble, et de l'autre, de dire, on y arrive quand même. On y arrive quand même, et en fait, parce qu'Erika, elle a fait une démarche volontaire. Rien ne l'oblige à rentrer. Si c'était si impossible, elle pourrait partir aussi. Mais c'est pas le choix qu'elle fait. Oui. Mais c'est clair que c'est la situation du Rwanda, elle est dingue quand on y pense. C'est-à-dire que tu vois ton voisin est celui qui a découpé tes gosses. Même s'il a été en justice, même s'il a été traduit en justice, même s'il a purgé une peine de 25 ans, ça veut dire un quart de siècle,
Bah, d'abord, ça ne rend pas tes enfants. Et à un moment, le type, il rentre chez lui. Et chez lui, c'est à côté de chez toi. Pour revenir à l'histoire de Vincent, c'est une histoire d'amour qui est compliquée, je trouve, parce qu'évidemment, elle l'aime très fort et de façon très... elle l'a vraiment dans la peau, comme on dit. Et donc, oui, on voudrait que ça marche, mais en fait, on comprend bien que pour Vincent, c'est pas possible. Et donc, ça nous amène quand même à la question de la thérapie. On se demande dans quelle mesure tous ces garçons on se demande s'il faudrait pas qu'ils fassent des thérapies, parce que tu peux pas t'empêcher d'aimer parce que ça te rappelle trop, parce que le fait d'être en contact avec tes émotions, c'est trop dur. Donc en fait, c'est un peu ça que ça raconte. Ça, ce que tu dis, je t'arrête, c'est ça que ça raconte, tu l'as vraiment bien formulé. La façon dont Erika raconte l'histoire, moi je ne sais pas si... C'est vraiment un vrai je ne sais pas. Je ne suis pas psy, donc je ne sais pas comment ça marche. Mais je ne pense pas que ça relève de la thérapie. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est qu'on est confronté à une certaine catégorie de personnes qui ont vu leur monde s'effondrer pour des raisons insensées, au sens strict du terme, qui n'ont pas de sens. Et que, en fait, le problème, ce n'est pas l'amour de et avec Erika. Le problème, c'est que ce sont des êtres qui sont tellement fracassés, qui ont été tellement trahis, que n'arrivent plus... Il y a quelque chose qui est définitivement cassé. Et que... Moi, je ne pense pas que ça relève du thérapeutique. Et que c'est ça aussi un génocide. C'est que... je vais donner un exemple. Comme tu sais que mon père est mort, je prends un exemple avec mon père pour ne porter malheur à personne. Tu vois, l'Africaine ici. Imaginons que mon père soit mort écrasé par un chauffard. Ben, ça fait sens. Bien sûr, c'est un chagrin. C'est toujours un chagrin de perdre son père, mais ton père qui est écrasé par un chauffard parce qu'il était en état d'ivresse, ben, tu peux te reconstruire en te disant je vais militer dans une association qui lutte contre l'alcool au volant. Tu peux devenir Bob. Pour les grosses soirées, tu peux devenir Bob. Tu peux, je ne sais pas moi, dans ton temps, dans tes loisirs, tu peux être moniteur de voiture. Je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire quelque chose de ça. Mais en fait, la différence avec un génocide, c'est qu'il y a le problème, c'est pas la mort, c'est que les gens ont été déshumanisés. Les gens ont été déshumanisés de façon extrêmement cruelle. Il n'y a pas comme ça, pour rien. Comme ça. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Parce qu'en fait, tout est effondrement. On détruit, dans le cas de Rwanda, on a détruit, c'est vraiment l'entreprise de destruction. On a détruit les maisons, on a assassiné les gens, mais avec un niveau de cruauté, d'un grand raffinement. Il n'y a rien qui fait sens. Il n'y a rien qui fait sens. Et donc, il est demandé aux gens de retrouver du sens dans des choses insensées. C'est très compliqué. Oui. Donc je pense que le personnage de Vincent, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. Oui. Il a un boulot, il a une vie sociale, il a des activités sportives, il a socialisé avec ses amis du sport, il a des passions, entre guillemets, il est comme toi et moi. Sauf qu'il n'arrive pas à être rassuré dans la relation avec Erika parce qu'il a peur qu'elle meure, il a peur de la tuer pour être sûr qu'elle ne lui échappe pas. Il est convaincu que c'est un pauvre type, va-t-en savoir pourquoi. Alors oui, peut-être qu'une thérapie pourrait l'aider, mais... C'est une façon occidentale de voir les choses, tu penses ? Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Ce qui aide, puisque Vincent c'est un rescapé et c'est un soldat de l'armée de libération, il y a des thérapies qui sont possibles pour justement permettre aux gens de resocialiser. Mais ça, Vincent, il y arrive. C'est vraiment l'espace de l'intimité qui est compliqué. Et l'espace de l'intimité, pour avoir une relation, il faut aller dans l'intime. Oui. Il y a un minimum, il n'y a rien à faire.
Pour construire une relation, je ne dis pas pour avoir des relations sexuelles. Tu peux avoir des relations sexuelles sans aller dans ton intimité. Mais si tu veux construire une relation, il y a un moment, même si tu fais le service minimum, il y a un moment, tu dois quand même donner des choses de toi. Mais donner des choses de toi, c'est t'exposer. Oui. Donc quand tu es suffisamment sécure, tu peux t'exposer. Et si ça ne va pas, entre guillemets, tu divorces. Enfin, je ne veux pas banaliser, mais je veux dire... Tu es prêt à prendre le risque. Voilà, c'est ça. En fait, c'est exact, tu l'as bien formulé. Vincent est un personnage il a pris le risque d'aimer Erika, il a vraiment essayé, et ça ne va pas. Oui. Et ça ne va pas. Et alors Erika, du coup, est-ce qu'elle a quand même aussi ce côté sauveur, selon toi? Tu penses elle l'aime, mais est-ce que tu penses qu'elle a quand même aussi ce truc que beaucoup de femmes ont de vouloir sauver? sauver? Je ne sais pas. Moi, je pense que une fois que le livre est sur les étals des libraires, l'histoire appartient au lecteur. C'est ça, il ne t'appartient plus. Il n'appartient plus. Moi, la perception que j'ai du personnage d'Erika, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'en fait, l'idée originelle que j'avais à la base, c'était en fait de vivre au Rwanda. Je me suis posé 2 questions. La première question, c'est d'essayer de comprendre ce que l'histoire collective fait à l'histoire individuelle.